Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on va parler d'investissement responsable. C'est déjà un thème que j'ai abordé, je le sais, avec Franklin de chez Nalo, et je sais que c'est une thématique qui en intéresse plus d'un et plus d'une. Je pense notamment à Muriel, à qui j'ai promis une dédicace parce que je sais qu'elle m'écoute quand elle court et qu'elle n'arrive pas à faire son footing sans le podcast. Donc, petite pensée pour elle, pour cet épisode. Donc voilà, on va parler d'investissement responsable avec Joseph, donc, qui est le cofondateur de la plateforme Goodvest, qui est une plateforme d'investissement donc en assurance vie, mais uniquement responsable, et qui sont spécialisés donc dans le choix de fonds et d'ETF qui respectent les accords de Paris. Et on va vraiment creuser le sujet aujourd'hui avec lui pour vraiment être sûr de comprendre comment aligner nos investissements avec nos convictions fortes, si bien sûr c'est votre cas, en rapport avec soit le développement durable, l'écologie, le réchauffement climatique ou même la finance solidaire. Donc c'est un épisode passionnant qui va vraiment savoir en fait comment on peut être sûr de ne pas faire de bêtises, parce que c'est souvent un des problèmes, c'est qu'on investit dans des choses et souvent c'est pas très très transparent, et on va voir comment être sûr que ça le soit. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous préviens, j'ai pas été dans mon meilleur état d'enregistrement pour cet épisode parce que j'ai été très malade cette nuit, on a failli annuler, finalement on a gardé. J'espère que ça ne s'est pas trop ressenti, et voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Joseph, comment tu vas ? Bonjour Thomas, au top et toi ? Comme je t'ai dit, je suis pas au meilleur de ma forme, mais ça va. Je suis en état pour faire l'épisode. Et écoute, c'est très content de t'accueillir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'investissement responsable. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à pas mal de gens de mon audience. Et je suis super content de t'accueillir parce que je sais que Goodvest, vous faites partie quand même des acteurs majeurs dans le domaine. Écoute, présente-toi Joseph, tu nous dis un petit peu ton parcours et tu nous racontes dans les grandes lignes en quoi consiste peut-être Goodvest avant de passer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Donc Joseph, cofondateur de Goodvest. Moi j'ai créé Goodvest pendant le Covid, à la fin de mes études. J'étais en master avec XHEC entrepreneur. Donc le principe du master, c'est vraiment de sortir de ce master en lançant sa boîte. Et donc j'ai bossé sur différents projets et du coup pendant le Covid j'ai eu cette prise de conscience qu'aujourd'hui notre épargne était assez carbonée, assez éloignée de nos valeurs quelles qu'elles soient, et qu'il y avait pas beaucoup de transparence. Et en fait cherchais une solution pour moi tout bêtement pendant le Covid. Comme beaucoup d'entre nous, je dépensais pas et je me suis mis à épargner beaucoup plus. Et, euh, et du coup, je cherchais une solution pour mon épargne qui correspondait à mes valeurs, et j'en ai pas trouvé. Et donc, c'est vraiment de là qu'est né Goodvest, hein, en fait. Et donc, Goodvest, hein, comme tu l'as dit, on est une solution d'épargne et d'investissement engagée pour l'environnement. Et en fait, on est une plateforme en ligne, hein, et de toute façon, ça, on pourra le détailler un petit peu plus après, je pense. Ouais, je pense en fin d'épisode, on détaillera bien en quoi consiste Goodvest, pourquoi, comment, tout ça. Et ouais, donc t'as commencé, c'est vraiment à la fin de tes études, t'as vraiment mis le lien entre le besoin d'ouvrir l'entreprise et ce besoin d'épargner, mais t'avais déjà tu te lançais dans la finance, ou t'avais déjà des notions de finance, ou comment t'as fait le lien en fait entre l'entrepreneuriat et la finance ? Yes. Alors, j'avais des notions et un intérêt. Ça veut dire que j'investissais sur le plan personnel depuis quelques années, depuis mes 18 ans. Et en fait, c'est aussi familial parce que mon père a créé une société de gestion française qui s'appelle Tobam. Et donc, j'y étais, forcément, je m'y intéressais, je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat et au business. Donc voilà, je posais souvent plein de questions, je regardais ce qu'ils faisaient, et donc j'avais d'une certaine manière quand même une culture financière, même si c'était pas opérationnel, quoi. Ouais, donc t'avais déjà un bon pied dans la finance quand même malgré tout depuis ta Voilà, tendre depuis mon enfance. depuis mon plus jeune âge, exactement.
Yes. Ok, mais écoute, je te propose qu'on parle un petit peu plus du sujet de l'épisode du jour, hein, qu'on va parler d'investissement responsable. Alors, j'avais déjà fait un épisode il y a quelques temps, mais là, j'aimerais bien qu'on creuse encore plus, parce que je sais vraiment, enfin, j'ai des gens, des gens en coaching qui m'en parlent, ils ont envie d'investir leur épargne, mais voilà, ils savent que dans certains ETF, notamment les plus connus, hein, le S&P 500, même l'indice monde, on a des boîtes qui sont pas forcément en adéquation avec nos valeurs, et notamment l'environnement ou les accords de Paris. Et j'aimerais qu'on creuse avec toi pour savoir comment on peut rechercher ce type de produits qui sont en accord avec nos valeurs. Et, et là-dedans, alors, je vais commencer par une thématique qui va être les labels, parce qu'on entend beaucoup parler de labels ISR, Finansol, ESG. Alors ESG, c'est pas un label, mais c'est des critères. J'aimerais dire qu'on décrypte un peu tout ça, et peut-être qu'on commence par le commencement et que tu nous expliques déjà ce qu'on appelle les critères ESG. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Alors, les critères ESG, donc c'est un sigle qui veut dire environnement, social et gouvernance. Donc, en fait, c'est des critères sur lesquels on va noter l'entreprise. Donc, aujourd'hui, toutes les entreprises à côté sont notées par différents organismes sur ces trois points. Donc, les critères environnementaux, c'est un peu le plus évident. Donc, c'est les émissions de CO2, la gestion des déchets, vraiment l'impact sur l'environnement et la biodiversité. Le S de social, il va beaucoup être concentré en fait sur les employés, donc le respect des droits des employés, des droits de l'homme également, la prévention des accidents, le dialogue social qu'il peut y avoir au sein de la société. C'est un sujet chaud en ce moment. Et le G de gouvernance qui va plus être sur la rémunération des dirigeants, la structure de gestion, le conseil d'administration. Et donc, en fait, les sociétés sont notées sur ces trois points-là. C'est des Donc, organismes indépendants qui les notent? c'est des organismes indépendants ou non. Hein, enfin, il y a vraiment plein de types d'organismes qui peuvent donner ces notes sur les critères ESG. Et ça a à la fois des avantages et des inconvénients. Ok. Et c'est quoi? C'est tous les ans, il y a une notation qui est faite ou c'est fait une fois pendant un certain temps? Tu sais ça, combien, Alors, valable combien de temps? ça dépend. Il y a des organismes qui notent tous les ans. Il y en a qui mettent à jour dès qu'il y a une nouvelle importante qui sort. Si par exemple une société est exposée voilà, par un scandale sur le plan social ou gouvernance, sa note peut être directement dégradée. Donc ça va dépendre vraiment de la politique de chaque organisme, hein, qui note vraiment à sa manière. Hein. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, si on regarde la note d'une même société auprès de différents organismes, ça peut vraiment différer. Et donc c'est important aussi de prendre du recul sur ces notations. Et, euh, et donc du coup, une fois que ces critères ESG sont établis, donc j'imagine chaque entreprise a une action qui a une certaine note ESG, c'est bien ça? Exactement. Et après, sur cette base-là, du coup, on peut éventuellement faire un choix soit d'actions en stock picking, soit éventuellement avec des paniers d'actions. C'est bien ça. Voilà, exactement. Quand on investit, hein, soit on fait du stock picking soi-même, soit on investit via des fonds, ce qui se fait plus fréquemment parce que voilà, ça a des avantages en termes de diversification, en termes d'accessibilité du montant. Et donc effectivement, il y a des fonds qui sont basés, hein, d'ailleurs c'est surtout à ça que ça sert, qui sont basés sur la notation ESG pour intégrer ou non une entreprise au sein du fonds. Ok. Alors quand on parle de fonds, je précise on peut parler à la fois de fonds d'investissement, on va dire fonds classiques, mais aussi toi, dans les fonds tu englobes les ETF, c'est bien ça? Oui, 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 effectivement. Soit les fonds, à la fois la gestion active ou la gestion passive. Et après c'est là où vient ma question qui est assez basique, je pense, et que beaucoup de monde doit se poser, c'est que si on a un peu creusé le sujet, qu'on s'est dit bon, je vais regarder un ETF ESG, et moi, ma grande surprise, souvent dans le top 10, je vois des entreprises qui me paraissent pas forcément en adéquation avec des critères environnementaux. Et donc du coup, comment on fait pour savoir en gros le vrai du faux, tu vois, pour être sûr que dans notre ETF ESG, il y a bien que l'intégralité des boîtes correspondent voilà, à ce qu'on veut soutenir. C'est pas simple. Bon, la bonne nouvelle pour les ETF, c'est que déjà sur les ETF, la liste des participations est généralement publique. Donc on peut la consulter directement sur le site de la société de gestion. Donc on peut faire une analyse déjà comme tu le fais en regardant soit le top 5, soit le top 10, soit si on a le temps, l'intégralité des valeurs pour voir s'il y a des entreprises qui nous paraissent controversées ou non. Et c'est vrai, tu l'as souligné, c'est pas parce qu'un ETF ou un fonds est ESG ou même d'ailleurs labellisé qui correspond vraiment à ce qu'on pourrait attendre
d'un fonds responsable. Pour te donner un exemple qui est assez parlant, il y a beaucoup d'ETF énergie verte qui s'appellent vraiment comme ça, énergie verte, et qui sont très exposés aux énergies fossiles. Ouais, Donc ce qui peut paraître un petit peu une incohérence, quoi. exactement. Déjà, on se dit bon, un fonds éco-responsable qui peut investir dans les énergies fossiles, déjà c'est surprenant, mais un fonds énergie verte qui investit dans les énergies fossiles, alors là c'est encore plus surprenant, quoi. Ouais, mais et ça, comment on l'explique déjà? Enfin, tu sais pourquoi en fait ils arrivent à rentrer, du coup, ceux qui font de l'énergie fossile, ils arrivent à être, enfin, je sais pas si on peut appeler ça labellisé ou catégorisé en énergie verte. Enfin, d'où vient cette incohérence? C'est une thématique, c'est un fonds thématique. Donc le fonds va par rapport à un fonds énergie classique qui va avoir peut-être qui va être assez représentatif du mix énergétique mondial, hein, donc il va investir majoritairement dans le fossile. Là, ce fonds va avoir une thématique énergie verte, donc il va viser plus les énergies vertes, mais il va pas non plus exclure les énergies fossiles. Il va pas avoir une politique d'exclusion. Et donc parmi les critères auxquels il faut faire attention quand on sélectionne un fonds, donc il y a les labels, il y a aussi effectivement l'exclusion sectorielle. Donc, nous, ce qu'on fait pour éviter justement ces surprises, c'est qu'on va regarder systématiquement l'exclusion sectorielle du fonds. Et un fonds peut se dire, voilà, je suis un fonds énergie verte et avec une politique d'exclusion partielle ou complète des énergies fossiles. D'accord. Et ça, c'est écrit sur l'ETF ou sur le fonds, c'est écrit clairement là, pour qu'il y ait une politique d'exclusion? Voilà, là-dessus, quand on récupère la documentation du fonds, généralement, c'est effectivement indiqué. Il y a l'intégralité des secteurs qui sont exclus. Donc, les secteurs qui sont exclus assez fréquemment, ça va être tabac, armement, divertissement pour adultes. Et après, de manière plus rare, on peut avoir une exclusion pour certaines énergies fossiles. Il y a des fonds qui vont exclure, par exemple, uniquement l'extraction de charbon. Et il y a des fonds qui vont aller beaucoup plus loin et qui vont exclure l'intégralité des énergies fossiles. Et même quand on parle d'exclusion, il faut qu'on regarde ensuite avec à quel seuil est-ce que c'est exclu. Parce que certaines sociétés vont exclure, par exemple, les énergies fossiles s'il y a plus de 10% de chiffre d'affaires qui provient des énergies fossiles. Et d'autres vont avoir une exclusion qui est bien plus complète et exclure tout simplement l'intégralité des énergies fossiles avec un seuil de tolérance qui est parfois beaucoup plus bas, voire à 0%. Et est-ce qu'on peut faire du coup un petit rapprochement peut-être avec ce qu'on va appeler les labels? Bien sûr. Euh, Parce que là, du coup, tu parlais d'exclusion, mais est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est une norme, une catégorie, enfin quelque chose qu'on peut filtrer, tu vois, par exemple en disant, ben, je veux que des ETF qui sont exclus, enfin qui ont une politique d'exclusion. Est-ce que ça se filtre ça, ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas où tu les regardes? Alors, c'est un peu plus compliqué, effectivement, faut regarder au cas par cas. Alors, tous les labels ne se valent pas. Le principal label en France, c'est le label ISR, donc pour investissement socialement responsable, et lui n'a absolument pas de critères d'exclusion. Hein, donc, on peut retrouver un fonds labellisé ISR, et avec en première ligne une société qui est dans les énergies fossiles. Donc ce label ne permet pas de réaliser des exclusions. Alors, il y a d'autres labels qui ont des politiques d'exclusion, notamment le label Greenfin. Et là encore, c'est pas non plus parfait, parce qu'il y a des seuils de tolérance en fait. Hein. Il exclut en fait les fonds labellisés Greenfin excluent les sociétés qui sont impliquées dans les énergies fossiles, mais avec des seuils de tolérance. Et surtout, il y a une poche de diversification. Donc, c'est-à-dire que les sociétés de gestion sont autorisées d'avoir 10% du fonds qui n'a absolument pas de politique d'exclusion. Donc même avec le label qui est aujourd'hui le plus avancé hein, sur la partie environnementale, c'est le label Greenfin en France, on peut quand même avoir des énergies fossiles. Voilà. Si on veut vraiment exclure entièrement les énergies fossiles, on peut pas s'arrêter au label. Nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'en fait, le label, c'est vraiment une indication, ça nous met la puce à l'oreille, mais si on veut vraiment avoir une politique assez en profondeur, il faut aller plus loin que le label. Ouais, ok. Et donc là, aujourd'hui, c'est les deux seuls labels qui existent. Alors, je sais qu'il y a Finansol aussi, mais je pense que c'est un Ouais. peu différent. C'est pas forcément axé, enfin, c'est moins axé environnement, c'est axé, bon, on en parlera après. Mais les deux plus gros labels, donc c'est ISR et Greenfin aujourd'hui, c'est ça, en France? Voilà, en tout cas, c'est les deux labels publics, vraiment, qui ont été créés par les ministères. Et le label Finansol, lui, pour le coup, c'est un label indépendant qui est sur la finance solidaire, alors qui est très pertinent, surtout pour la partie sociale, mais il y a aussi des critères environnementaux. Mais ça, on pourra revenir dessus. Mais par exemple, les fonds labellisés Finansol, certains de leurs fonds sont des fonds 90-10. Et en fait, 90-10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 90% qui va être investi sur des entreprises cotées, donc coté en bourse comme les autres fonds classiques. Mais il y a aussi 10% qui va là être investi sur du non coté. On peut aller financer directement, par exemple, de la création d'emplois en France. Nous, on a un fonds 90-10
qui va investir 10% dans des entreprises comme les cafés joyeux ou alors les crèches Tom et Josette. Et donc, c'est assez intéressant et en termes d'impact, c'est assez fort aussi sur le plan social. Et après, il y a des labels, bien sûr, étrangers, des labels européens. Là, c'est vraiment le label français. D'accord. Bon, du coup, si je reviens au label ISR et Greenfin, alors si je dis pas de bêtises, ISR c'est créé par le ministre des Finances et Greenfin c'est le ministre de l'écologie, c'est bien ça? Ouais, transition écologique, exactement. Et mais du coup, j'ai l'impression que tu vois, même s'il y a bon, qu'on avance dans le bon sens, dans la mesure où voilà, il y a des ETF et des fonds qui sont créés pour financer voilà l'économie verte et on va dire les choses bonnes pour la planète. Mais j'ai l'impression que tu vois, parce que tu me dis, il y a pas tout 100% parfait quand même. Il y a toujours une petite part de, tu vois, on sait pas trop, enfin, pas on sait pas trop où ça va, mais il y a toujours une part de, j'arrive pas à trouver le mot, d'autorisation de faire quand même un petit peu de fossiles pour Ouais. compléter le fond, quoi. C'est ça, c'est un peu, enfin, c'est le ressenti que j'en ai quand tu m'en as parlé, tu vois. Je sais pas si tu me le confirmes ou si tu as le Ah non, même c'est ressentiment que exactement moi. ça. Surtout pour la label ISR. La label ISR, vraiment, enfin, c'est une aberration. On peut dire que c'est une aberration. Après, c'est parce que c'est aussi un label qui commence à devenir assez ancien. Donc, Voilà, qui mériterait peut-être une petite réforme ou une petite mise à jour, quoi. et d'ailleurs, c'est en cours, mais malgré la réforme, il n'y a toujours pas d'exclusion complète des énergies fossiles qui est sur la table. D'ailleurs, même, je vais aller plus loin pour le label Greenfin, étant donné qu'avec la taxonomie, etc., on pense en fait que certaines personnes considèrent que le gaz peut être considéré comme une énergie de transition. Euh, il se pourrait que l'exclusion du gaz soit remise en question dans la label Greenfin. Donc parfois, il y a même des coups de marche arrière. Et c'est un peu le problème de ces labels, c'est aussi que c'est des labels publics qui ont été créés par l'État. Et donc, forcément, ils se heurtent au lobby. En plus, il y a la réglementation européenne qui va en même temps. Ça s'inscrit dans le temps politique, donc on sait qu'il y a un temps très long. Et donc effectivement, ces labels sont rarement parfaits et ont souvent un temps de retard en fait sur les enjeux. Ok. Du coup, si je résume, je prends l'exemple lambda d'un auditeur qui souhaite investir vraiment au maximum dans la finance responsable et éviter de financer voilà les choses qui ne sont pas en relation avec ses convictions, notamment les énergies fossiles par exemple. On va préférer, de manière générale, on va préférer ce qui est labellisé Greenfin. Même si tout n'est pas à 100% parfait, c'est quand même, on va dire, un peu plus, Oui, c'est mieux filtré que ISR et c'est plus en adéquation que Finansol, parce que Finansol, on a compris que c'est vraiment pour la finance solidaire et, et c'est bien ça, quoi. On va dire que si on veut vraiment financer les énergies vertes et peut-être décarboner l'économie de manière générale, Greenfin, c'est quand même le mieux aujourd'hui. voilà. Et en fait, il reste quand même un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de fonds labellisés Greenfin, ce qui permet pas forcément une grosse diversification de son portefeuille. Je pense par exemple aux ETF. Alors, ça a dû évoluer, peut-être que ça a évolué récemment, hein, mais il y a encore 6 mois, il y avait que 3 ETF labellisés Greenfin. Ah ouais. Donc, Et dans le monde, voilà, vu que c'est un label français, en fait, les sociétés de gestion vont pas forcément chercher à obtenir ce label. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il y a que 3 ETF qui respectent ces critères. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, il y a que 3 ETF qui ont choisi de respecter ces critères et de demander la labellisation qui est long et complexe. Et vu que c'est un label qui est pas très connu, qui est juste un label français, on sait que la France, c'est quand même une petite part hein, du marché des fonds. Euh, voilà, c'est pas forcément une nécessité pour une société de gestion d'obtenir ce label. Et donc, il y a pas énormément d'offres non plus sur ces fonds labellisés. et donc là, du coup, on parle des labels français, mais est-ce qu'il y a un équivalent, par exemple, aux États-Unis? Parce que bon, on sait que aux États-Unis, c'est là où il y a le plus gros du marché, on va dire, de la capitalisation. Est-ce qu'il y a un équivalent de l'ISR ou du Greenfin hein, aux États-Unis sur lesquels on pourrait éventuellement se baser? Alors, les États-Unis sont pas vraiment en avance hein, Ouais, c'est ça. sur la finance, déjà sur l'environnement en général et sur la finance durable. Par contre, il y a d'autres labels européens, mais c'est pareil en fait. Hein, c'est des labels qui vont être luxembourgeois, allemands, belges, et donc il n'y a pas vraiment de label aujourd'hui hein, qui se démarque sur le plan international. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut regarder que le label. Hein. Et ce serait quoi, par exemple? Alors, on peut regarder, nous, c'est ce qu'on fait notamment. Donc, déjà, il y a l'exclusion sectorielle, hein, comme je te le disais. Et on peut regarder également, par exemple, la trajectoire de réchauffement climatique du fonds.
ce qui est assez intéressant. Donc on sait aujourd'hui, par rapport à l'ère pré-industrielle, on a un réchauffement climatique de plus 1,3 degré. Alors ça peut paraître pas énorme, mais 1,3 degré, bien sûr, c'est une moyenne. Il y a des régions de la Terre où ça va être un réchauffement de plutôt 5 degrés. Il y a des périodes de l'année où on va avoir des réchauffements climatiques qui vont être des périodes de réchauffement qui vont être encore plus élevées. Donc là, actuellement, on est à plus 1,3 degré. Pour le petit rappel, l'accord de Paris, l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et avec un maximum à ne absolument pas dépasser, qui est de 2 degrés en 2050. Et donc, en fait, un fonds, on peut lui donner une trajectoire de réchauffement climatique. C'est-à-dire que si l'ensemble des entreprises mondiales avaient la même empreinte carbone que les sociétés de ce fonds-là, on respecterait cette trajectoire de réchauffement climatique. Et donc, on peut dire qu'un fonds est aligné sur une trajectoire de 1,5 degré, de 2 degrés, de 3 degrés, de 4 degrés ou de 5 degrés. Et donc, on peut se baser là-dessus. Il y a certaines sociétés de gestion, d'ailleurs, certains fonds, qui se revendiquent être compatibles avec l'accord de Paris. Donc là-dessus, après, ça pose encore des problèmes de méthodologie. Est-ce que ils considèrent l'ensemble des émissions de CO2 ou uniquement les émissions de CO2 directes et pas les émissions de CO2 indirectes? Ça, on pourra rentrer dedans un peu plus tard. Mais en tout cas, ça peut être un indicateur de savoir qu'un fonds est PAB, ça veut dire Paris Aligned Benchmark, et donc compatible avec l'accord de Paris. Ok, et ça, c'est pas un label, c'est juste enfin, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une étiquette, on va dire. Voilà, effectivement, c'est pas un label à proprement parler. Après, voilà, ça demande quand même d'avoir une vraie méthodologie, d'avoir analysé l'empreinte carbone des entreprises. Mais c'est une indication très intéressante. Parce que ça permet justement d'aller plus loin et de pas s'arrêter forcément au label. Ok. Et ça comment on peut le voir? Enfin, c'est quoi? C'est pareil, c'est sur les documents clés de l'investisseur, par exemple, ça se voit sur le DC ou sur, enfin, de quelle manière on peut le vérifier? Parfois même sur le nom du fonds. Il y a pas mal d'ETF, par exemple, hein, qui sont alignés sur l'accord de Paris. Euh, on a une méthodologie maison, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec Carbon 4 Finance, avec lesquels on analyse l'empreinte carbone de la société. Et justement, on peut voir qu'il y a des surprises, parce que parfois, certains fonds se basent uniquement sur les émissions directes, ce qui est pas très pertinent, parce qu'en fait, les émissions indirectes peuvent représenter jusqu'à 90% des émissions de CO2. Je prends un exemple très simple. Par exemple, voilà, les énergies fossiles, c'est un exemple assez simple. Si on regarde que les scopes 1 et 2, on va regarder juste l'extraction des énergies fossiles, mais pas leur utilisation, alors qu'en fait, c'est ça qui émet 95% des émissions de CO2. Donc ça peut poser problème, mais c'est un indicateur qui est quand même intéressant, surtout si le scope 3, donc les émissions de CO2 indirectes, sont prises en compte. Comment tu fais le lien entre enfin, est-ce qu'il y a un lien possible entre les critères ESG et les labels? Par exemple, donc ce que tu as dit, ISR, Greenfin, Finansol ou même PAB. Est-ce qu'on peut faire un lien direct ou c'est vraiment deux choses indépendantes et enfin les deux se vérifient en parallèle, mais à quel lien on pourrait faire éventuellement entre les deux? Alors c'est vraiment deux choses totalement indépendantes, mais forcément qui se regroupent. Le label Finansol, il est sur la finance solidaire, donc il est vraiment sur le S du Ouais, de ESG. Donc l'ESG, ouais. en principe, une entreprise qui a une bonne notation S de l'ESG pourrait se retrouver dans des fonds labellisés Finansol et ça pourrait se vérifier à l'opposé. Et pour la label Greenfin, par exemple, ce serait plutôt des sociétés qui ont une bonne notation E de environnement. Donc effectivement, ça Il n'y a a pas un un lien label, logique, il y a mais pas un label gouvernance, non? alors, ça doit sûrement exister. Il y a énormément de choses qui existent, mais là, pour le coup, je t'avoue que je sèche. En tout cas, c'est pas. Alors, il n'y a pas de label français sur la gouvernance, mais peut-être que ça existe à l'étranger. Par contre, dans le label ISR, qui n'a pas de critères très avancés, le label ISR n'est pas focus uniquement sur le E, mais vraiment sur la notation extra-financière. Donc, extra-financière, c'est juste qui ne s'arrête pas à la finance, donc qui est non financière, en fait. Donc, justement, sur le E, le S et le G. Là, le label ISR, les fonds labellisés ISR peuvent s'appuyer sur le G plus que sur le E ou plus que sur le S, par exemple. Ça dépend vraiment de la politique de chaque fonds. Vu que le label ISR, en fait, pour l'obtenir, il faut juste avoir une politique extra-financière euh, qui va loin ou non sur le E, sur le S ou sur le G. Ok. Et est-ce que tu vois d'ailleurs, tu m'as dit que les labels, donc ISR, Finansol et Greenfin sont des labels français. Est-ce que ça veut dire
que les fonds ou les ETF regroupent que des entreprises françaises ou européennes, ou ça peut être diversifié mondialement avec ces Alors non, labels? pas du tout, hein, ça peut être complètement diversifié. On peut avoir même un fonds, par exemple, purement sur l'Amérique du Nord ou sur les États-Unis, qui va être labellisé, voilà, labellisé ISR ou Greenfin. Il y a vraiment pas de, c'est des labels français, mais la société de gestion peut être étrangère. Les compositions peuvent être étrangères également. D'accord. Ouais, ça c'est bien du coup parce que je me dis si quelqu'un nous écoute, il dit ouais mais si je suis que exposé à la France ou à l'Europe, ça va pas forcément être une bonne diversification Clairement. géographique. Donc ouais, c'est l'un n'empêche pas l'autre quoi. C'est Bien pas sûr, parce ouais, qu'on effectivement. choisit de d'investir dans des fonds labellisés ou du coup moins responsables, on peut rester diversifié géographiquement. Ah non, l'objectif, effectivement, c'est pas du tout de réduire la diversification. On peut faire, on peut évidemment faire de la diversification et de la finance durable. Euh, Ensuite, je vais te poser des questions sur des termes alors que j'ai appris aussi en passant ma certification en CIF, qui s'appelle le Best in Class et Best in Universe. Alors, je pense pas que ce soit forcément des choses que la plupart des auditeurs ou épargnants ont entendues, mais on a parlé, tu vois, de l'exclusion, mais je sais que c'est lié. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en quoi consiste le Best in Class et le Best in Universe? Bien sûr. Alors, best in class, en fait, c'est-à-dire on va sélectionner des actions ou bien des obligations par industrie, par secteur. Et donc, c'est pas forcément une approche qui d'emblée est extrêmement durable parce qu'on peut choisir par exemple les meilleurs acteurs dans le secteur des énergies fossiles. Contrairement à l'approche Best in Universe, qui là, elle va prendre vraiment, comme le nom l'indique, l'ensemble de l'univers d'investissement. Par contre, ce qui est important, c'est qu'en fait, ces approches hein, peuvent se combiner. On peut, par exemple, avoir une approche d'exclusion sur du best in class. Hein. Donc, on peut avoir des fonds best in class qui vont parfois être mieux que des fonds best in universe. On sait que l'approche best in class peut parfois être assez critiquée, mais en fait, elle n'est pas forcément mauvaise si, notamment, on la combine à une approche d'exclusion sectorielle sur les énergies fossiles, par exemple. Ouais, donc ça, tout dépend en fait comment est fait le best in class quoi. S'il y a du best in class avec des exclusions, c'est plutôt ça qui va nous intéresser au final. On revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure que l'important en fait finalement c'est surtout voir qu'est-ce qui est exclu en fait dans ces fonds pour être sûr que ben voilà on n'a pas notre argent qui va financer des choses qu'on ne veut pas financer. Ouais, j'irai même plus loin. Alors, ça, c'est un point qui est assez important. Mais il y a un autre point qui est assez important, c'est la politique de vote de la société de gestion. Un des moyens les plus puissants qu'on a en tant qu'actionnaire pour changer les choses et changer la politique d'une société, c'est de voter aux assemblées générales des actionnaires. Donc tous les ans, hein, les actionnaires se rassemblent et pour voter différentes décisions concernant la société. Et ils peuvent choisir de voter oui pour ou contre des plans climat, etc. Et là, là les actionnaires ou les épargnants que nous sommes, on a vraiment un pouvoir de décision et on peut choisir de transformer complètement la politique d'une société. Et donc ça, c'est un point qui est aussi intéressant et malheureusement qui on parle pas énormément parce qu'il y a peu de transparence. C'est un, c'est quelque chose qui est aussi assez complexe, hein, on va pas se mentir, il y a peu de données, mais une société de gestion qui a une politique de vote engagée a vraiment beaucoup plus d'impact. Et on pourrait se dire, par exemple, qu'on va investir uniquement dans les énergies fossiles, mais avec l'objectif vraiment de transformer complètement les sociétés de gestion, les sociétés cotées, en votant voilà, un changement complet de la politique de l'entreprise. Donc c'est aussi une manière vraiment d'être un activiste en fait et il y a les fonds activistes hein, donc c'est vraiment le job pour essayer de changer les choses et avoir un impact encore plus concret. D'accord. Et ça c'est en fait c'est quoi? C'est la politique de vote de l'entreprise. C'est quelque chose qui est j'imagine disponible partout aussi qu'on peut consulter. Bah non, Non. malheureusement, D'accord. C'est comme là le beaucoup problème. voilà, comme beaucoup de choses, il faut en fait, il faut demander nous si c'est un travail qu'on fait par exemple. Quand on commence à discuter avec une société de gestion, on leur demande un tas d'informations, on leur demande leur inventaire, l'inventaire de leurs fonds, on discute avec elles et on leur demande notamment de la documentation sur leur politique de vote. Donc par exemple le taux de participation aux assemblées générales, les dernières décisions qui ont été prises, notamment sur le plan environnemental, pour vérifier qu'en fait la société n'a pas juste une communication sur le sujet, mais vraiment une politique de Qu'elle vote agit précise. quoi.
Voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on va avoir des très très grosses sociétés de gestion qui vont avoir voilà, certains fonds qui sont durables et d'autres qui ne sont pas du tout durables et qui ont la même politique de vote, que le fonds soit durable ou non. Et donc, qui vont avoir un fonds qui va être durable, mais les décisions aux assemblées générales qui ne sont pas du tout alignées avec les engagements de ce fonds. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de regarder ce critère. Et là, par contre, c'est vraiment un travail de fourmi. Il faut vraiment aller éplucher les rapports. Et donc, ça, c'est impossible à faire hein, sans être accompagné ou, euh, ou sans passer énormément de temps là-dessus, quoi. Ouais, après, ça devient un vrai métier, quoi. Exactement. Ok. Ouais, bah, c'est intéressant, mais je trouve que c'est super intéressant ce que tu me dis, parce que tu nous montres aussi un petit peu, un peu l'envers du décor de ce qu'on peut entendre en fait et voir. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours un certain scepticisme, tu vois, avec l'investissement responsable, même si j'ai quand même j'ai des convictions, mais enfin, j'ai vraiment envie d'aider et je suis investi hein, dans du responsable, mais il y a des fois où tu vois, je trouve que c'est pas clair et quand c'est pas clair, j'y vais pas quoi. et, et ce que tu nous dis là, ça confirme en fait qu'il faut soit être bien accompagné, soit prendre le temps de bien faire ses recherches et de comprendre ce qu'on fait quoi. Exactement. Voilà. C'est exactement le message. Il faut pas s'arrêter au label. Il faut vraiment creuser, pas hésiter à poser des questions. Et si on se rend compte que notre interlocuteur en face n'a pas les réponses à ces questions-là, voilà, bah, changer d'interlocuteur ou voilà, changer de conseiller financier. Mais il faut vraiment creuser et pas s'arrêter juste à l'appellation d'un fonds ou au label, mais vraiment regarder la politique de sélection, la méthodologie de la société. C'est vraiment des critères qui sont importants. Yes, justement, j'en reviens à ma question d'après. C'était parce que tu vois, on a parlé donc fonds ISR, fonds Greenfin, enfin les labels, pardon, label ISR, Greenfin, Finansol. Euh, mais comment on les cherche ces fonds? Enfin, comment on cherche ces fonds labellisés? Est-ce qu'il y a une sorte de Google du fonds labellisé pour aller les regarder et les comparer? Bah, malheureusement, encore une fois, c'est pas très très simple. Alors, il y a des moteurs, il y a des moteurs de recherche de l'ensemble des fonds sur lesquels on peut appliquer des critères. Il y en a un qui est pas mal et qui est gratuit, en tout cas en partie. Tous les points, toutes les fonctionnalités sont pas gratuites, mais on peut quand même l'utiliser gratuitement, qui est Cantalis, hein, qui est utilisé par la majorité des conseillers, sur lequel on peut filtrer des fonds en fonction des exclusions sectorielles et en fonction des critères, de la notation des critères ESG ou des labels A. Donc ça, c'est une bonne manière de rechercher des fonds. Il y a un autre moteur de recherche assez sympa, pas forcément à jour, mais qui est très intéressant sur les ETF, parce qu'on sait que voilà, sur les ETF, il n'y a pas énormément de, il y a pas, c'est pas très très simple de trouver des ETF durables qui correspondent à nos critères. Il y a un site internet qui s'appelle Investir Éthique, qui permet voilà, qui a une sorte de comparateur et de moteur de recherche d'ETF durables, notamment par exemple sur on en parlait tout à l'heure, sur les ETF qui sont alignés sur l'accord de Paris. Donc ça peut être voilà, ça peut être des solutions d'utiliser ces deux moteurs de recherche et puis il y en a d'autres, hein. Ok, ouais, donc investir éthique pour les ETF et Cantalis pour les fonds. C'est bien ça? Voilà, pour l'ensemble des fonds, ETF ou non. Ouais, Cantalis, ça fait les deux, et investir éthique, c'est plus accès ETF. Exactement, full ETF. Ouais, et puis en plus, moi, ce que j'aime bien sur investir éthique, c'est qu'on voit tout de suite ce qui est exclu. Dans la colonne de droite, et ils mettent les secteurs exclus, donc ça permet tout de suite de voir où on va, quoi. Ouais, c'est vraiment pas mal, ils ont fait un bon travail là-dessus. Et alors, je me rappelle, on avait discuté aussi en off d'un Yuka de Ouais, l'ETF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, enfin, quelle est cette plateforme, cette appli, et en quoi ça consiste? bien sûr. Alors, il y a une startup qui s'appelle Rift, R-I-F-T. Je crois que c'est une application qui est téléchargeable sur Android ou sur iOS, qui permet en fait de scanner son épargne. Vous pouvez rentrer en fait un à un les fonds dans lesquels vous êtes investi. Donc c'est un peu, ça prend un petit peu de temps. Il n'y a pas encore d'agrégation, mais voilà, c'est une bonne manière aujourd'hui de se dire, ok, aujourd'hui j'ai telle assurance vie. Ok, il y a quelques labels. On m'a dit qu'elle était durable, mais euh, je sais pas vraiment ce qui se cache derrière. Et donc ça peut être une bonne manière de vérifier son exposition ou non aux énergies fossiles, la trajectoire de réchauffement climatique et vraiment l'impact de son épargne. C'est une sorte de Yuka en fait hein, de la finance effectivement. Et donc ça c'est un exercice que j'invite vraiment les auditeurs à faire. C'est télécharger l'application et prendre un petit peu de temps
pour analyser l'empreinte carbone de leur épargne. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui se fait manuellement. Est-ce qu'on ajoute nous-mêmes nos ETF ou on peut juste, par exemple, rentrer, enfin, agréger, on va dire, un compte titre, un PEA et il scanne automatiquement? Comment ça Alors marche? malheureusement pour l'instant, effectivement, ils n'ont pas encore, je sais pas si c'est Un dans leur agrégateur, projet, ouais. mais il n'y a pas encore d'agrégateur, donc c'est un petit peu, ça prend un petit peu de temps, mais bon, généralement on n'a pas non plus 50 fonds, Ouais, ouais. donc ça se fait. Et du, Euh, du coup, il faut aussi rentrer nos pondérations, j'imagine. Enfin, on doit dire combien on a Évidemment, par truc, quoi. effectivement, tout à fait. Ouais, donc c'est un travail qui peut prendre un peu de temps, mais bon, qui vaut le coup aussi, quoi. J'imagine, tu le fais, ça doit te prendre une Ouais, demi-heure, ça une prend heure. 15 minutes, ouais, Ouais, voilà. ouais. Bon, je pense que c'est assez rapide hein, quand même, hein, c'est assez intuitif. Il y a une barre de recherche, il suffit de taper le code ISIN ou bien le nom du fonds, rentrer la pondération en face. Si on a 10 fonds ou 15 fonds dans son assurance vie, ce qui est généralement le cas, ça va relativement vite quand même. Ok. Enfin, je t'ai dit une demi-heure parce que moi j'ai 50 comptes cheats, 50 PEA. Enfin, non, j'en ai un vrai Ah ouais, PEA. alors, Le truc, c'est que. si on veut analyser l'ensemble de ces enveloppes, effectivement, ça prend un peu plus de temps. C'est ça, j'ai testé tellement de courtiers, tu vois, que moi ça va me prendre au moins une demi-heure. C'est Après, possible, ça ouais. va pas être le cas de tout le monde. Ok. Clairement, clairement. Et donc là, on a parlé principalement, tu vois, de bourse, hein, de marché financier. Donc, bon, on a bien compris, on peut investir en fonds ou en ETF. Après, voilà, il y a avantages et inconvénients sur les deux, bien sûr. Qu'il y a des labels ISR, Greenfin, Finansol. On a retenu que Greenfin est quand même un peu plus sélectif que ISR, on va dire, sur la partie environnementale, qu'on peut checker les critères ESG, qu'on a des moteurs de recherche, donc Cantalis pour fonds et ETF, et on a Investir éthique pour les ETF. Je fais un petit résumé hein, de l'épisode pour, Vas-y, vas-y. Après. si on a perdu des gens au milieu. Mais voilà, là on a parlé concrètement d'investir en bourse, hein, d'investir donc sur des actions du côté. Est-ce qu'il y a d'autres façons aujourd'hui d'investir responsable qu'avec les ETF ou la bourse? Et si oui, qu'est-ce qui existerait Ah, j'ai envie de dire, on peut vraiment investir de manière responsable partout? dans l'ensemble, exactement, hein. Je veux dire, même trouver des cryptos bas carbone, hein, donc Ouais. c'est, on peut tout faire, En soi, vraiment, on peut tout en soi, je connais la réponse, mais je fais genre, je la connais pas. Ah bah bien sûr, c'est le jeu de l'interview. Ouais, c'est ça. Je pense que tu connais pas mal des réponses à mes questions, enfin, tu connais pas mal des réponses à tes questions. Donc effectivement, tu peux vraiment le faire sur tout. Tu peux le faire sur du crowdfunding. Je vais encore faire de la D'accord. pub pour Lita, hein, qui a lancé Rift, mais c'est vraiment des acteurs, c'est vraiment des acteurs intéressants, donc ils sont lancés Lita.co. Il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding durable en fait, hein. Il y a Lita.co, il y a We Do Good, il y a Mimosa, donc il y a vraiment un tas de plateformes de crowdfunding durable. Donc c'est que ce soit du crowd equity ou du crowd lending, donc le fait d'acheter des parts d'entreprise ou des prêts, des obligations. On peut le faire également sur du private equity. Là, c'est un moyen d'avoir un impact aussi qui est très concret, parce qu'on finance directement en Ouais, directement primaire, l'entreprise, ouais. exactement, donc comme dans le crowdfunding d'ailleurs. L'immobilier aussi, c'est une manière d'avoir un impact très concret et direct, que ce soit en faisant soi-même voilà, de l'immobilier locatif et en choisissant d'acheter un appartement qui est très bien isolé ou en faisant la rénovation soi-même, ce qui a encore plus d'impact ou via même des SCPI ou des SCI, donc pierre-papier, qui font de la rénovation thermique et du coup là sur lequel on peut avoir aussi beaucoup d'impact. Et encore une fois de l'impact direct, hein, puisque en fait il y a des SCPI, c'est vraiment du financement assez direct de rénovation thermique. On sait qu'aujourd'hui hein, les logements ont une grosse part hein, dans nos bilans carbone. Donc on peut vraiment le faire sur tout, hein. On peut le faire aussi sur les cryptos. Euh, sur les matières premières, c'est un petit peu plus compliqué, je Ouais. pense. Mais on peut presque faire de l'investissement responsable sur l'ensemble vraiment Des actifs. des actifs, effectivement. Ouais. Et alors après, j'ai une question plus générale que alors moi, c'est quelque chose que j'ai constaté. Je sais pas si tu vas le confirmer. Et tu me dire ce que tu en penses. J'ai quand même l'impression que souvent, dès qu'on veut avoir, enfin qu'on veut investir notre épargne dans quelque chose de responsable, et ben que souvent le rendement, il est moins au rendez-vous que si, enfin le potentiel, toujours pareil, le potentiel rendement, il est toujours un peu plus faible que si tu ne regardais pas la part responsable. Est-ce que tu as cette impression-là ou pas?
Alors, non, j'ai pas cette impression-là. Et en fait, c'est une idée reçue qui a qui a la vie dure et qui est fausse, hein. Il y a beaucoup d'études sur le sujet qui prouvent qu'en fait, sur le long terme, sur la durée, tu crées de la performance, tu crées de la surperformance en investissant de manière durable. Et ça s'explique en fait de plein de manières. Alors sur le court terme, c'est pas forcément le cas, parce qu'une entreprise qui va être durable va parfois devoir faire des dépenses supplémentaires pour réduire ses émissions de CO2, changer sa chaîne de production. Donc sur le court terme, ça peut coûter un petit peu de performance, mais sur le long terme, cette performance elle va largement être retrouvée pour pas mal de raisons. Avec les entreprises hein, qui ont des bonnes notations et qui sont engagées sur les différents critères ESG vont attirer plus les talents, gagner plus facilement des appels d'offres, publics ou privés, parce que c'est de plus en plus des critères qui sont pris en compte. C'est également des entreprises qui vont être moins exposées à des risques de controverses et de scandales. Un des exemples les plus flagrants sur la partie, pour le coup, plutôt SCG que eux, ça va être Orpea. On s'en souvient très bien, hein, qui a vu son cours pratiquement divisé par 10 suite à une grosse controverse. Et on peut retrouver la même chose en fait hein, sur le E d'environnement. Et donc en fait, on réduit considérablement les risques et on crée de la performance sur le long terme. Donc en fait, d'ailleurs, ça se vérifie dans nos performances. Par exemple, chez Goodvest, on a backtesté nos portefeuilles sur les 5 dernières années et on a des performances qui sont supérieures à nos pairs et sur la même classe d'actifs, sur un échantillon de plus de 1000 fonds avec la même répartition actions et obligations. Ça crée de la performance, mais je dis bien sûr sur le long terme, parce qu'effectivement, que lorsqu'une entreprise entame sa transition, et là on parle vraiment pas des entreprises les plus durables, hein, mais des entreprises qui sont en phase de transition, ça peut effectivement coûter un petit peu de performance sur le court terme. Après, quand on investit, généralement, on a un horizon qui est plutôt moyen ou long terme, et donc c'est pas un problème, bien au contraire. Ok, argument reçu. Mais non, mais c'est vrai Super. que tu vois, c'est un a priori que moi-même j'ai, hein. Alors après, c'est vrai que là, tu l'as détaillé pour la bourse et je l'entends tout à fait. Et moi, je pensais aussi, alors peut-être je précise un peu plus ma question, mais je pensais par exemple, tu vois, quand on parlait de plateforme de crowdfunding, même si c'est pas forcément le sujet qu'on a le plus détaillé dans cet épisode, mais je te compare par exemple une plateforme, moi, je fais du crowdlending pardon, sur une plateforme, pas forcément dire le nom, mais une plateforme classique, tu vois, qui a pas forcément un côté responsable, mais j'en fais aussi sur Mimosa. Et quand tu regardes un petit peu les rendements proposés sur les deux, sur Mimosa, c'est toujours un peu moins, quoi. Alors que ça a plus de sens, enfin, tu soutiens vraiment l'économie locale et puis et c'est que des projets vraiment éco-responsables. Et, euh, et c'est ça qui m'a interrogé en fait. Je me dis, mais pourquoi c'est le même concept, on prête de l'argent à des entreprises, mais pourquoi quand c'est responsable, c'est moins rentable, tu vois? Ouais, alors je comprends très bien ta question. Alors, il faut aussi regarder vraiment, comparer les types de projets hein, qui sont financés. Euh, Mimosa, ils sont beaucoup sur l'agriculture. Je sais pas si du coup, faudrait le comparer à des projets sur l'agriculture vraiment. Ah ouais, c'est vrai, ok. Et pas sur des, c'est vraiment important de comparer la même classe d'actifs. Je sais que par exemple sur les énergies renouvelables, tu peux avoir des rendements voilà, des plateformes comme Enercop par exemple, pardon, Enerfip. Mais tu peux avoir des rendements qui sont vraiment intéressants sur les énergies renouvelables. Donc, il faut comparer vraiment les mêmes classes d'actifs. Ouais, ouais, ok, d'accord. Mais je ferai plus attention à ça alors. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et après même, là, je reviens un petit peu encore sur ce débat qu'on est en train d'avoir, mais je, j'ai l'impression aussi que tu vois, dans les côtés dividendes, tu vois, reversement de dividendes, donc je rappelle une partie des bénéfices qui est reversée aux actionnaires, j'ai l'impression que c'est moins une politique des entreprises, du coup, plutôt bah voilà, en accord avec les accords de Paris ou dans l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que tu me confirmes? Est-ce qu'il y a une explication vis-à-vis de ça ou pas? Alors oui, c'est plus concernant le type d'entreprise. Tu vois, quand tu vas en bourse, tu as différents types d'entreprises, des entreprises qui sont plutôt focus sur la croissance et le développement, d'autres qui sont vraiment focus plutôt sur le versement de dividendes. Et en fait, il se trouve que les entreprises les plus durables sont souvent des entreprises qui sont beaucoup en croissance et qui ont beaucoup de R&D, de coûts de R&D, qui se développent très vite et donc qui doivent vraiment investir dans leur Ouais, développement. ils Et donc on réinjectent va leurs trouver, bénéfices c'est plutôt ça, que les exactement. redistribuer, ouais. Ça veut pas dire que c'est des entreprises qui sont moins rentables ou qui se développent moins. Bien au contraire, généralement c'est plutôt un bon signe.
c'est des entreprises qui se développent et qui investissent beaucoup en R&D, tandis que les entreprises qui versent beaucoup de dividendes, c'est quelque chose qui est bien sur le court et le moyen terme, mais parfois sur le long terme, c'est au détriment de la performance et du développement de l'entreprise. Ok, très clair. J'arrête de t'embêter avec ma question de rendement. Du coup, vu on se rapproche tout doucement de la fin de l'épisode, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites du coup à Goodvest, hein, parce que voilà, dis-nous un petit peu en quoi consiste la solution que vous proposez aux épargnants. Bien sûr. Alors Goodvest, donc on est une plateforme en ligne qui propose de l'épargne et de l'investissement engagé pour l'environnement via de l'assurance vie. Donc on propose de la gestion pilotée via des ETF ou des fonds en gestion active, mais qui sont toujours en clean share, donc ou en part institutionnelle, donc c'est-à-dire très peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans une banque ou chez un courtier classique. Et on propose du coup la première épargne qui est alignée sur l'accord de Paris, qui exclut entièrement les énergies fossiles et les autres secteurs néfastes et qui est transparente. Donc on a construit une vraie méthodologie maison qui va aller bien plus loin que les labels, qui est une méthodologie en entonnoir, donc on part de l'ensemble des fonds durables et on applique différents filtres, les émissions de CO2 qu'on va analyser en partenariat avec Carbone 4 Finance, émissions directes et indirectes, ce qui nous permet d'être compatible avec l'accord de Paris, l'exclusion sectorielle et d'autres critères comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, la politique de vote aux assemblées générales des actionnaires. Donc on s'adresse vraiment aux épargnants qui ont envie d'investir de manière durable, mais qui n'ont pas forcément envie de passer des dizaines et des centaines d'heures à regarder la politique de vote, à éplucher les inventaires des sociétés de gestion, et qui ont envie de transparence. Parce que le dernier point qui est assez important, c'est que sur leur compte client, et ça c'est aussi unique sur le marché, les épargnants ont accès à la trajectoire d'enrichissement climatique de leur portefeuille d'épargne, et à leur empreinte carbone, ainsi qu'aux émissions de CO2 économisées par leur portefeuille. Donc c'est vraiment ça qu'on propose chez Goodvest, dès 300 euros, donc vraiment pour tout le monde. Ok, et c'est par le biais d'une assurance vie? Effectivement, donc par le biais d'une assurance vie, assurée par Generali. Point important, on est uniquement sur des unités de compte, pas de fonds en euros. Pourquoi? Parce que les fonds en euros aujourd'hui sont très opaques, donc on pourrait pas respecter nos critères sur les fonds en euros. Par contre, on va trouver des alternatives aux fonds en euros, donc des fonds qui vont être des obligations très court terme, quasi monétaires, qui permet Mhm. justement quand même d'avoir Ouais, une de limiter le approche, risque un peu. voilà, pour certaines personnes qui veulent un profil très prudent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'imagine que vous devez forcément proposer différents types de portefeuilles en fonction du risque que souhaite la personne. Exactement, en fait, hein, vraiment, on a une gestion sous mandat. Donc, en fait, le client, s'il va sur goodvest.fr, il fait une simulation en quelques clics, assez classique, hein. On prend en compte son profil d'investisseur, son horizon, les thématiques dans lesquelles il veut investir, ce qu'on lui permet de choisir ses thèmes, parce qu'il va investir uniquement dans la transition écologique, mais également, par exemple, aussi dans les forêts, dans l'accès à l'eau, dans l'insertion et l'emploi. Et en fonction de ça, on lui fait une proposition qui correspond à son profil de risque. Donc, majoritairement en obligation, bien sûr, s'il a un profil qui est plutôt prudent, qui veut aller chercher un rendement de 2-3%, mais un risque de perte en capital qui est assez faible, ou alors au contraire, un rendement beaucoup plus attractif à 10% par an, voire plus, mais là pour le coup majoritairement en action et avec une Donc beaucoup plus volatilité risqué, ouais. Enfin, beaucoup plus plus élevée. volatile et potentiellement risqué, ouais. Exactement. Ok, top. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit code promo pour les auditeurs qui voudraient tester? Alors, je précise partenariat non rémunéré qu'on a discuté en 3 secondes juste avant de lancer l'épisode. Je me dis que ça peut être intéressant s'il y en a qui veulent tester avec le code promo. Je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à proposer? Mais écoute, on peut mettre Zen peut-être, c'est simple, Ouais, Z-E-N, c'est ça. ZEN, ok. Et parfait. est-ce qu'ils auront un petit truc en passant par ce code? Alors non, 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 pas du tout. Je plaisante. Le but du code promo, du coup, c'est d'offrir 3 mois de frais de gestion jusqu'à 500 euros de frais offerts, si c'est pour des montants assez importants. Et donc voilà, 3 mois de frais de gestion, à la fois sur les frais Goodvest et sur les frais de l'assureur. Donc l'intégralité qui est offerte, à part les frais des fonds, mais qui sont assez peu chers, comme on l'a dit, vu que c'est des frais ETF ou des fonds en gestion active. Et donc 3 mois de frais de gestion offerts Ok. avec ce code. Tant qu'on parle de frais, parce que moi c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans le podcast, est-ce que tu peux nous les décrypter rapidement? De quoi Bien sont sûr. constitués vos frais? Avec plaisir. Alors donc sur l'assurance vie, généralement il y a 3 types de frais. Les frais de l'assureur, les frais du courtier, donc les frais de la gestion pilotée, et les frais des fonds.
Donc chez Goodvest, comme c'est la majorité le cas dans les solutions d'investissement en ligne, donc pas de nouveauté, mais il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de performance, ça c'est un point assez Hmm. important aussi, Pas frais pas de frais de d'arbitrage aussi, j'imagine. pas de frais d'arbitrage, pas de frais de rétrocession, c'est-à-dire qu'on se rémunère pas sur les supports d'investissement, ce qui permet justement de proposer des supports d'investissement bien moins chers qu'à la concurrence sur la partie non ETF. Donc sur les frais de l'assurance vie, ils sont de 0,6%, donc assez classique sur l'ensemble des assurances vie. Sur les frais de gestion Goodvest, on est à 0,9%. Et sur les frais des fonds, on est entre 0,2% et 0,4%. Donc nous, on se rémunère pas sur les frais de gestion des fonds, comme c'est le cas habituellement, mais uniquement sur les frais de gestion Goodvest. Donc en tout et pour tout, entre 1,7% et 1,9% du montant sous gestion, tout compris, fonds inclus. Et donc voilà, on est à peu près 2 fois moins cher qu'une banque traditionnelle ou qu'une assurance vie classique. Et la grosse différence se faisant bien sûr sur les frais des fonds, qui en moyenne sur la partie non ETF peuvent aller sur les 2%, voire les 3%. Ouais. Ce Et que j'allais dire, ce que tu appelles frais des fonds de 0,1 à 0,4, c'est parce que vous êtes majoritairement investi en ETF, quoi. C'est ce qui explique ETF et CleanShare par un site, en fait, c'est-à-dire un fonds classique, non ETF, il va être proposé en différents types de parts. Tu vas avoir des parts retail, des parts institutionnelles, des parts CleanShare. En moyenne, ces fonds-là, qui sont quand même très intéressants parce que justement sur la partie durable, on peut aller pas mal plus loin que sur les ETF, notamment sur la partie solidaire où il n'y a pas d'ETF solidaire aujourd'hui sur le marché. Ces fonds-là, ils vont être proposés en part retail, donc grand public, dans une banque classique, ou alors sur des courtiers. Ils vont être proposés généralement sur des frais à 2%. Et chez Goodvest, on choisit toujours la part la moins chère, donc la part institutionnelle, la part CleanShare. C'est le même fonds, mais juste, il n'y a aucun frais qui va être redistribué au distributeur. Et du coup, ces parts permettent d'être beaucoup moins chères sur le même fonds, avec des frais. Voilà, on a des fonds CleanShare ou des parts institut qui vont être au même tarif que les ETF, à 0,3% par exemple, ou en tout cas en dessous de 1%. Parce que parfois on a les ETF, notamment sur les énergies vertes, qui peuvent aller chercher voilà, du 0,6%. Et donc ces fonds sont assez intéressants et ils sont du coup 2 fois moins chers en fait que dans une solution d'épargne traditionnelle. Ce qui fait que rien qu'en sélectionnant la part CleanShare ou institutionnelle, on est déjà moins cher que les frais du fonds. En fait, qu'on peut trouver dans le retail, c'est chez un courtier ou chez une banque. Donc on est très transparent sur les frais en fait. Quand un épargnant fait une simulation, il a le détail complet, fonds inclus, de la rémunération et aussi de savoir quelle part des fonds va à qui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime. La transparence. Ça, c'est Totalement. important, ouais. Transparence à la fois sur l'impact et sur les frais. Ok. Ok, Joseph, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était vraiment super clair et passionnant. J'espère vraiment que ça a plu aux auditeurs aussi. Puis de toute façon, voilà, vous avez le code, donc Zen, je mettrai le lien dans la description. Avec plaisir, ouais. Ok, est-ce que, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous recommander un petit bouquin? C'est ma question un petit peu traditionnelle de fin. Est-ce que tu as un livre qui t'a fait un déclic, que ce soit sur les finances ou non, que tu aimerais recommander à notre auditoire? Avec plaisir. Alors, il y a un livre que j'ai lu l'année dernière qui s'appelle Impact, écrit par Olivier Norek. Et c'est vraiment un thriller, enfin très 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 avec beaucoup de suspense. Donc je vous recommande vraiment. Ça se lit assez facilement. Il fait à peu près 200 pages, je crois. Mais c'est un livre de fiction? C'est un livre de fiction effectivement, mais qui a une certaine part de réalisme. C'est un ancien militaire. Je ne vais pas raconter tout le livre, juste le début, promis, je spoile pas. Mais c'est un ancien militaire en fait, sa fille décède à cause de la pollution qui est faite de manière assez énorme en Afrique sur les énergies fossiles. En fait, les énergies fossiles polluent, bien sûr, en émettant du CO2, mais aussi polluent énormément les rivières et les écosystèmes, notamment en Afrique. Et en fait, sa fille décède et il décide de prendre en otage le PDG de Total. Voilà. Et je vais pas raconter la suite, mais il s'ensuit un énorme mouvement type gilet jaune mais puissance 10 sur la partie environnement en France. Et c'est assez réaliste. Et je vous invite vraiment à le lire. C'est très puissant comme livre. Impact de Olivier Nourak. Ok, ouais, tu nous as bien teasé le livre. Ouais, vraiment, je le recommande très fortement. C'est vraiment une Ok. claque. Ça marche. Ouais, c'est vrai que normalement, je demande toujours un bouquin de non-fiction, mais écoute, on va faire l'exception du coup pour cet épisode. Voilà. Vu que j'ai pas précisé, au moins, Mais assez voilà. réaliste. Franchement, ça pourrait arriver dans quelques années, quoi. Donc, c'est assez,
c'est assez prenant comme livre. Yes. Ok, bah écoute, merci beaucoup Joseph. Donc voilà, si vous voulez tester Goodvest, ce sera dans le lien dans la description avec le code ZEN, Z-E-N. Et Joseph, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir. Non, bah écoute, merci beaucoup. Bon rétablissement, Thomas. Et merci beaucoup pour l'invitation. Ben non, avec grand plaisir. Et puis je te dis à très bientôt à toi Joseph. Salut. À très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.